bien, je suis donc Mickaël Bonrazin, je suis l'entraîneur des seniors du club de Trélières, donc un club qui jouait l'année dernière en DSD et qui joue cette année en D1 du fait de la réforme. Voilà. Donc c'est un club au nord de Nantes, à peu près 400 licenciés avec 3 équipes seniors dont j'ai la responsabilité la semaine et le week-end pour coacher l'équipe Fagnon. Voilà. D'accord. Et du coup, tu as un passé de footballeur, bien évidemment. Ouais. Ça remonte un petit peu peut-être, mais tu étais quel type de joueur? Tu jouais Alors, à quel poste? moi, j'ai eu la chance de fréquenter 2 belles institutions de la Ligue, puisque j'ai été joueur à Orvo Sport, en équipe de jeunes en région, et en senior dans les groupes DRH, DSR à Saint-Sébastien, dans l'équipe réserve, voilà, à l'époque. La première était en CFA2 À peut-être? l'époque, c'était Pascal Bertin, l'entraîneur, voilà, qui était quelqu'un incontournable dans le paysage du foot de Loire-Atlantique, qui était une belle référence, qui m'avait moi inspiré pour venir à Saint-Sébastien, alors que quand on joue à Orvaux, c'est pas évident de passer en Sud-Loire, Sud-Loire, ouais. mais sa présence m'avait inspiré. Malheureusement, il est parti trop rapidement du club et j'ai pas eu la chance de pouvoir jouer avec lui. Et donc ça a été un regret ça. Et ensuite, j'ai poursuivi à Trélières sous la houlette de Philippe Camus, D'accord. un coach réputé, qui m'a mis le pied à l'étrier, puisque à l'époque j'avais 25 ans, et c'est lui qui m'a poussé à coacher, sans doute par rapport au type de joueur que j'étais, qui était un joueur qui faisait la différence dans les catégories jeunes, du fait de gabarit physique, vitesse, technicité. Et puis avec l'âge, forcément, cet écart s'est comblé avec les autres. Et du coup, d'attaquant de pointe, je suis redescendu numéro 10, puis numéro 6, puis numéro 4. D'accord. Voilà. Et donc, j'ai quand même conservé un petit peu la vision de jeu, l'organisation de mes partenaires. J'aimais bien m'impliquer dans le discours avec le coach. Et donc, Philippe Camus m'a dit, mais à force de parler, passe à l'action. Voilà. Et il manquait quelqu'un pour s'occuper des poussins, ce qu'on appelait à l'époque les poussins à Trélières. Donc, j'ai pris la responsabilité avec mon collègue Arnaud Bourron, qui était le capitaine de Trélières à l'époque. Et à deux, on a pris l'école de foot pendant 3-4 ans et on a eu des super résultats. Et voilà, j'ai pris le virus et j'ai jamais lâché, sauf quelques années entre 2010 et 2014, puisque j'ai pu rejouer moi, puisque j'étais blessé auparavant. Et à l'issue de ce passage-là, j'avais changé, je suis allé à Saint-Félix, D'accord, ouais. voilà, donc un autre contexte, Le club de Nantes, ouais. un club de Nantes. Mhm. Et puis tous les ans, le président à l'époque, Claude Rincé, m'appelait pour me dire mais est-ce que tu veux pas revenir au club? Donc à chaque fois, du fait de mes responsabilités professionnelles, c'était pas possible. Et ça s'est dégagé il y a 2 ans, en 2014, du fait d'un arrêt de mes fonctions professionnelles. Et donc j'ai pu plonger avec passion dans cette fonction dévorante. Voilà. Et du coup, là, ça fait combien d'années que tu es entraîneur senior? Alors j'ai pris la suite de Sébastien Jacob à la tête de Trélières en juin 2014. D'accord, donc Voilà. 3 saisons. Là, je commence C'est la ta troisième. Là. C'est ta troisième. Ouais, ok, je d'accord. commence la troisième. Ok. Et du coup, en tant qu'entraîneur, si tu regardes ton passé de joueur, est-ce que toi, tu te ferais jouer aujourd'hui? Ah, ça a été un grand débat avec justement Philippe Camus, qui lui me voyait comme un stopper et comme un relanceur. Et moi, j'avais toujours la vision d'être un créatif. Et il avait sans doute raison, voilà, puisqu'on ne discute pas les choix du coach. Et du coup, avec le recul aujourd'hui, tu te dis, ah, effectivement, il avait raison. Ouais, Ouais. il avait raison. C'est Il avait quoi? raison parce que de toute façon, il y avait bien meilleur que moi à l'époque pour jouer au poste où je pensais pouvoir jouer. Et j'avais moi cette qualité de jaillir, de couper les trajectoires et d'être intense dans le duel. Et puis vu que j'avais une qualité technique, je relançais pas trop mal mon groupe. Donc oui, j'étais fait pour être sur les bases arrière, pour organiser, rassurer, dialoguer surtout, et puis refaire repartir la machine. Ouais, je pense que j'étais bien pour ça. Il avait bien vu, quoi. Il avait bien vu. Ouais, mais c'est souvent quelque chose qui arrive à l'entraîneur, en fait, c'est de se rendre compte, une fois passé de l'autre côté de la barrière, que finalement, sa manière d'évoluer ou son poste, on n'avait peut-être pas la bonne vision en tant que joueur. Quand on Non, oui, s'extrait oui, comme oui. ça un petit peu. Oui, non, puis il avait suffisamment d'expérience. À l'époque, moi j'avais 22, 23 ans. J'escomptais sans doute jouer un peu plus haut sur les lignes, mais voilà, c'est le fruit de blagues et de chambrage avec mes collègues de l'époque. Et aujourd'hui, ça me fait rire quand j'y repense, parce qu'effectivement, si j'avais eu un joueur qui me ressemblait, je l'aurais fait jouer sans doute sur les bases arrière. Il avait raison. Et, du coup, le fait d'avoir été joueur, tu es un jeune entraîneur, est-ce que tu te sers de ton passé de joueur pour t'auto-évaluer, en fait, te dire des fois, est-ce que en tant que joueur, j'aurais aimé ma séance, ou est-ce que j'aurais aimé ma manière de faire, ou au contraire, j'aurais pas aimé. Est-ce que tu fais souvent ce pont-là, ce parallèle-là, du coup? Oui, oui, parce que d'une part, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans mon groupe senior que j'ai eu quand ils étaient tout petits. Donc ils me connaissent depuis très longtemps.
Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, j'entraîne des joueurs avec qui j'ai joué. D'accord. Voilà. Ouais. Et donc, dans leur regard et dans ma perception à moi de jeune entraîneur, je suis un joueur en transition encore. D'accord, Et tu donc, considères encore... j'ai du mal parfois à me dire que je suis leur entraîneur et dans mon rapport à eux sur le terrain, alors je m'impose un principe, c'est que je ne participe à aucun jeu. D'accord, ouais. Je ne participe à aucun jeu parce que je considère qu'il faut justement matérialiser la distance, surtout dans mon cas, puisqu'il faut avoir un peu d'autorité et il faut avoir un peu de légitimité. Et donc, c'est pas possible pour moi d'être entre deux chaises. Et donc, je suis très joueur dans mon approche de mon entraînement et j'essaye de faire des séances que j'aurais aimé moi avoir. Voilà. Peut-être qu'avec l'expérience et le recul, je vais avoir plus d'exigence dans la qualité, le traitement de mes séances, d'être moins dans le jeu et plus dans la recherche de choses précises. Aujourd'hui, j'essaie de faire des séances un peu complètes. Elles sont parfois un peu dures physiquement parce que j'étais moins un joueur engagé physiquement, donc ça se retraduit, hein, c'est sûr, forcément. Mais quand je compose une séance, je me dis, est-ce que j'aimerais la faire? Ouais. C'est ton premier ouais, jalon, ouais. on va dire. Est-ce que cet exercice-là me plairait? Alors j'ai plaisir à l'animer parce que je sais que j'aurais eu plaisir à le faire. Ok. Voilà. Ouais, bah c'est un sentiment qui marche souvent, ça. Ouais. Du coup, tu es aux portes des championnats régionaux, puisque tu Oui. étais juste en dessous de la PH, vu que la DSD a disparu. Et du coup, toi, tu es entraîneur de district. Qu'est-ce qui te plaît en district et qu'est-ce qui te déplaît aussi, à contrario? Alors, moi j'ai eu la chance de connaître les deux, puisque j'ai été joueur de ligue de 15 ans à 24 ans, on va dire ça comme ça, et joueur de district de 27 ans à 34 ans. Donc je connais à peu près les deux univers. Ce qui me plaît dans le district, c'est la diversité. Voilà. Je trouve ça super de pouvoir passer d'un foot urbain à un foot rural, à un foot de la côte, puisqu'on parle souvent et je pourrais en parler puisque je suis tombé dans un groupe de D1 avec les équipes de la côte, voilà, où c'est un jeu engagé, le jeu du Maine-et-Loire, le jeu de la Vendée, tout ça. Chacun leur il y a des identités. Ouais, Il y a des identités, et c'est ça que je trouve super dans le district, c'est qu'il y a une place pour tout le monde, quelle que soit sa perception du jeu. Et c'est vrai que quand j'étais joueur de ligue, ces identités, on les retrouvait un peu moins. C'était du jeu un peu plus formaté, parce qu'il y avait un écart de niveau qui était plus faible, sans doute. Et les éducateurs, il y avait une forme d'uniformité, on va dire ça comme ça, dans la façon d'organiser les matchs. Puis un mélange des joueurs aussi, peut-être. Ouais, c'est ça. Là, il y a une grande diversité. Je peux jouer donc actuellement la Coupe du District. Donc on a joué contre une équipe 3 de la Mélinette, Vaillante. On a joué contre une équipe de Couffé le week-end dernier. Bon, du coup, il y a des écarts de niveau. Il y a une diversité qui me plaît beaucoup dans le district. Je trouve qu'il y a aussi une diversité dans les bénévoles, dans les rapports humains. Et c'est la vraie richesse du district, c'est qu'il y a une place pour tout le monde. Et du coup, on rencontre plein de gens différents. Et c'est peut-être cette diversité qu'on retrouve peut-être un peu moins au niveau ligue, mais c'est un niveau que je ne fréquente plus depuis quelques années maintenant, donc peut-être que mon propos est à nuancer. Voilà. En tout cas, j'aime bien cette diversité que je connaissais moins quand j'étais en ligue. Voilà. Et d'un point de vue de l'organisation, avec les joueurs qui ont peut-être une approche du football un petit peu différente aussi au niveau district, est-ce que ça, c'est des choses avec lesquelles tu es obligé de composer? Est-ce que ça te plaît, ça te déplaît? Alors du coup, tu me posais la question de savoir qu'est-ce qui me plaisait dans le district, je t'ai répondu, mais sur la question qu'est-ce qui me plaît un peu moins, c'est justement... je voudrais pas être trop dur avec mes joueurs parce qu'ils sont valeureux, hein, mais c'est parfois le sentiment du manque d'investissement. J'ai le sentiment que j'aime le foot d'une manière sans doute un peu supérieure à ce que les exigences du district permettent d'avoir comme relation. Voilà. Il y a un aspect parfois un peu loisir qui me dérange. Je suis très exigeant dans l'exigence. Voilà, j'arrête pas de dire ça à mes joueurs. Et je leur demande beaucoup, hein, parce que voilà, c'est d'être à l'heure, c'est d'être bien équipé, c'est d'être respectueux de plein de choses, d'un cadre de jeu, d'un cadre social. J'accorde énormément d'importance au collectif, que ce soit dans la relation. Je dis toujours à mes joueurs qu'ils sont d'abord dans une association avant d'être dans un club de foot. Voilà. Donc ça aussi, ça donne lieu à pas mal de chambrage après de leur part. Mais c'est très important pour moi. Et si je l'appuie, c'est parce que je sens que c'est faible. Voilà. Ce rapport au club, ce rapport à l'association, ce rapport à la passion même du foot, où je sens que c'est pour certains plus une occupation, un loisir, alors que pour moi, ça a constitué une chaîne et
une colonne vertébrale de toute ma vie d'enfant, d'adolescent, de jeune adulte et d'adulte confirmé, quoi. Et voilà, je vois bien, y compris dans le discours de mes autres collègues, puisqu'on essaye d'avoir des échanges là-dessus, eux se ressentent de la même chose dans la présence aux entraînements, dans l'envie de s'investir sur des matchs amicaux, où c'est très compliqué maintenant de faire des matchs amicaux, sur la préparation de matchs décisifs le week-end. On se dit, bah, on va avoir du monde à l'entraînement le jeudi. Et ben non, finalement, entre un match décisif et un match pas décisif, il y a parfois des approches qui sont similaires. Et pour moi qui ai connu la concurrence, qui ai connu le plaisir de vouloir gagner sa place, il y a, il y a ce petit manque, voilà, avec le district. Voilà. Et comment tu t'organises justement pour tes entraînements? Tu disais le jeudi par exemple. Ouais. Quel jour tu t'entraînes? Combien tu as de séances? Alors moi, je m'entraîne. Est-ce que tu fais des groupes A, B? Est-ce que tu mélanges? Voilà, ton organisation d'entraînement hebdomadaire, comment ça se passe? Alors d'abord, ça a été le fruit d'échanges avec mes joueurs Mhm. quand je suis arrivé il y a 3 ans, savoir comment est-ce que on pouvait s'organiser ensemble. Je ne suis pas un apôtre de Socrates et de la démocratie participative qu'il avait installée dans son club au Brésil, mais je ne veux pas mettre en place un cadre qui n'est pas partagé par les joueurs. Et donc d'un point de vue pédagogique, j'expose ce que je fais, on en parle, on discute, et une fois que c'est décidé, par contre, on applique et on ne revient pas en arrière. Ou alors on évalue à la fin de l'année, mais il n'y a pas deux modèles différents, quoi. Et donc ça a été le fruit, ça, d'une discussion. Et au départ, moi, je voulais faire 3 entraînements par semaine. Voilà. Et parce que j'ai noté qu'il y avait un investissement relatif, sans doute peut-être lié à leur personne plus qu'au district, je ne sais pas, ça serait à voir avec d'autres clubs, on est passé à 2 séances. Et donc on a 2 séances le mardi et le jeudi, de 20h à 21h30, ça peut déborder parfois un petit peu. Sur le fait de séparer les groupes, ça a été le fruit d'un échange avec les garçons, d'une évaluation, de questionnaires que je leur ai donnés, auxquels ils ont rempli, d'entretiens individuels que j'ai eu avec eux. Et d'un commun accord, on a décidé que le mardi serait dédié au groupe senior sur des ateliers techniques et des ateliers physiques, où tout le monde travaille ensemble, voilà, où on est sur de l'amélioration au poste, où on est sur de la concurrence, de la compétition, mais voilà, sur de la vie ensemble, sur le mardi. Et le jeudi, on est plus sur la préparation de groupes déterminés, de niveaux, par rapport aux échéances du dimanche. Voilà. Donc il y a bien 2 moments différents dans la semaine et des exigences différentes en fonction des séances. Plus technique, physique le mardi, plus tactique et plus dans l'échange sur également les coups de pied arrêtés le jeudi. Bon, je ne crois pas que ça révolutionne beaucoup ce qui se passe dans les autres clubs. Peut-être que d'autres ont cette organisation ou pas. Nous, on est parti là-dessus, mais ça a été le fruit surtout, j'insiste, d'un échange avec les garçons. D'accord. Ça nous rapproche du coup d'un point essentiel de l'entraîneur, c'est sa communication. Ouais. Je dirais que même c'est peut-être la base du métier d'entraîneur, avec ses relations entraîneur-entraîné. Mais du coup, on a compris que tu t'échangeais pas mal avec eux, tu les consultais pour prendre tes décisions. Et quelle est ta nature de relation avec eux? Est-ce que c'est amical? Est-ce que tu es très proche? Tu as dit que tu as joué avec certains, donc comment tu fonctionnes? Est-ce que tu fonctionnes pareil avec l'ensemble du groupe ou est-ce que tu as des affinités plus ou moins fortes et des piliers dans ton groupe? Alors, il y a une forte adaptabilité de l'entraîneur, c'est nécessaire parce qu'on n'a pas tout le temps en face de nous les mêmes personnalités, chacun a ses spécificités. Du fait que je sois un jeune entraîneur et du fait que j'ai une nature à ce que les choses soient bien faites, je mets des cadres et des bornes à des moments. C'est-à-dire que je suis beaucoup dans l'échange avec eux avant la séance. Pendant la séance, je suis l'entraîneur, je fixe le cadre et je peux être dans la discussion, mais je suis surtout dans l'organisation et l'animation. Et ensuite, je suis assez proche d'eux à la fin des séances. Je suis aussi beaucoup en relation avec eux dans la semaine, par les SMS, par les messages Facebook, par le téléphone, sur leurs absences, sur leur vie personnelle, leur vie intime, les blessures, tout ça. Je laisse jamais un garçon blessé être éloigné de la communication trop longtemps. J'ai besoin de savoir comment ils vivent, j'ai besoin de savoir comment ils sont rattachés au club. Si certains, par leur comportement, souhaitent prendre du large et pas être trop impliqués dans le collectif, je respecte ça. C'est-à-dire que je vois les garçons qui vivent le collectif et je le vis avec eux, et des garçons qui viennent un peu pour pratiquer le foot sans être dans la vie collective. Bon, bah, je respecte, mais j'essaye quand même d'avoir des contacts avec eux. Et je suis... Une histoire de dosage, quoi. Ouais, c'est une histoire de moments. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie du coach où il doit faire face à des choix.
Alors, il peut s'expliquer, mais pas se justifier. Voilà, je justifie pas mes choix, je les explique. J'explique les contextes, j'explique les potentiels des uns et des autres sur les questions de poste et de concurrence notamment. Voilà. Parce que c'est tout ça qui est le fruit d'échanges. Je regrette que parfois ça se limite simplement à des questions personnelles et qu'il n'y a pas à ce moment-là d'appréhension du cadre collectif. Mais j'ai été joueur et je sais que ça peut être blessant et qu'il y a un retour à l'ego qui est assez normal, donc je ne condamne pas ça. Mais par contre, je laisse pas traîner les problèmes. Voilà. Et quand il y a des soucis, tout de suite j'interviens et tout de suite je fais parler, tout de suite j'expurge. Je laisse pas les non-dits, jamais. C'est trop destructeur et on sait très bien à quoi se joue parfois un match. Et s'il y a des problèmes de relation entre les joueurs, ça peut être préjudiciable et donc je laisse pas la place aux détails sur ce type de choses-là. C'est trop infime parfois la différence entre un ballon qui roule du bon côté ou du mauvais côté. Et ça se joue, je pense, beaucoup dans les relations humaines. Je crois que le foot, c'est avant tout un espace d'échange avant d'être un hobby technique, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Et du coup, il y a un joueur professionnel qui a dit il y a pas très longtemps que son équipe pouvait jouer sans entraîneur. Ils pouvaient faire toute la saison, ils n'ont pas besoin d'entraîneur. Ouais. Bon, c'était très drôle. Du coup, on attribue des fois beaucoup de faits à l'entraîneur, victoire, défaite, influence sur un match, mais on oublie souvent ce que c'est un entraîneur. Qu'est-ce que c'est pour toi, sa définition? Qu'est-ce qu'un entraîneur? Pour moi, l'entraîneur, c'est quelqu'un qui est un représentant et qui synthétise une pensée et qui propose un cadre qui permet à chacun de se retrouver. Voilà. Il y a 11 joueurs sur le terrain, plus 3 remplaçants. Et donc, ça se trouve, il y a 14 façons de voir le foot différentes. Voilà. Et donc, l'entraîneur, il est là pour harmoniser une pensée, pour l'exprimer, pour la proposer, pour la faire évoluer avec les joueurs. Mais l'entraîneur, il est l'outil de la synthèse des compétences et il est l'outil de l'expression du collectif. Et sans entraîneur, je pense qu'il n'y a pas d'expression du collectif possible. Voilà. Ce serait le chaos, quoi, au bout d'un moment. Je pense que ça serait le chaos. Alors, peut-être qu'à l'arrivée, il n'y a plus besoin d'entraîneur quand le travail est bien fait. Et donc, le but de l'entraîneur, c'est de devenir inutile. Voilà. Et donc, moi, j'ai qu'un souhait, c'est de devenir inutile pour mes joueurs. Mais j'observe que c'est loin d'être le cas. C'est une belle utopie. C'est sans doute une utopie, mais elle est belle. Ouais, Et on parlait tout à l'heure de Socrates, qui pour moi est quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans sa démocratie des joueurs. À partir du moment où il peut y avoir un cadre proposé par l'entraîneur, je pense qu'il doit y avoir quand même à un moment donné l'entraîneur. Si les joueurs s'emparent du projet, si ils le travaillent, s'ils sont dans l'échange et s'ils arrivent dans l'excellence, alors l'entraîneur n'a plus qu'à s'asseoir et à regarder le fruit de son travail, et auquel cas, effectivement, à être réduit à l'encouragement, au silence, à la motivation. Et donc, effectivement, dans une forme d'utopie, on peut arriver à un monde sans entraîneur. Mais on pourrait arriver à un monde sans patron, sans policier, sans président de la République. Ça serait un peu compliqué. Je pense qu'il y a besoin d'un minimum de cadre pour permettre à chacun, notamment à ceux qui ont peut-être moins d'appétence pour le dialogue, pour imposer des idées, pour s'exprimer. Il y a besoin d'avoir, je pense, un représentant qui soit fidèle à la parole et qui soit fidèle à sa propre parole d'abord à lui, et puis qui peut restituer un cadre juste et équitable à chacun, quoi. Mais du coup, on fait un peu de politique là, je sais pas si c'est le sujet, mais ça se rejoint. Ça se rejoint. Ça se rejoint, c'est vivre ensemble de toute façon, donc il faut un cadre. Tu auras noté que c'est quelque chose auquel je suis très sensible, le vivre ensemble, et ça va se retraduire peut-être sur la partie jeu dont on va parler après, j'imagine. Tout à l'heure, bien sûr. Et je suis très bavard. Hein. Non, mais c'est très bien, parce que c'est riche et moi j'aime bien. Ça suit mon fil, c'est parfait. Bon, ok. Et est-ce qu'on peut dire du coup que entraîner c'est éduquer? Peut-être, oui, entraîner c'est éduquer. Est-ce que entraîner c'est éduquer? Au sens large, hein. Ça peut être des leçons sur la vie. Oui. À notre niveau, quoi. Oui. Est-ce que entraîner c'est éduquer? Bonne question. J'irai pas jusqu'à dire ça. Non, parce que entraîner, on fait du foot, quoi. C'est un sport. Et un sport, c'est un loisir. Et au travers de sport, on peut faire passer des messages. Mais éducateur, c'est un métier tellement important dans la société que jamais j'aurais le manque d'humilité de dire que j'éduque mes joueurs. Non. Je participe à un parcours d'éducation, sans doute. Je suis un élément de leur éducation, parce que je les rappelle
parfois à certaines valeurs, je les rappelle à leurs engagements. Donc, je suis un élément de leur éducation, mais je ne peux pas dire que je suis leur éducateur. Je suis leur entraîneur, mais le rôle d'entraîneur en district est tellement plus large que d'entraîner que je suis bien plus qu'un entraîneur. Je suis parfois un psychologue, je suis parfois une assistante sociale, je suis parfois un entremetteur pour trouver du boulot, je suis parfois un médecin, je suis parfois un confident sur les moments un peu plus compliqués de la vie. Mais je n'irai pas à dire que je suis un éducateur parce que je connais des éducateurs dans mon milieu amical, social, et je vois le rôle qu'ils ont et je suis au milieu de l'importance qu'ils ont dans les maillons de la chaîne de la société. Non, je ne peux pas dire que je suis un éducateur. J'ai le titre d'éducateur de foot, mais je suis un éducateur de foot. Voilà. Et c'est déjà bien suffisant. Et voilà, je préfère avoir l'humilité de dire que je suis un éducateur de foot. Voilà. Et dans tout ce que tu nous as dit, là, ce que tu pouvais apporter, les petits morceaux de vie à tes joueurs, ça me ramène à l'idée qu'un entraîneur, pour bien animer son groupe, pour arriver à des résultats, il est obligé d'aimer ses joueurs, il est obligé d'aimer son groupe. Un entraîneur qui reste dans la tyrannie, pour toi, qui est le patron, comme on peut voir un peu à l'ancienne, il y en a encore qui coachent comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y a, moi je le vois beaucoup, les coachs qui réussissent à faire passer leur message et à faire adhérer à leurs idées, c'est des entraîneurs qui aiment leur groupe, qui aiment leurs joueurs. Moi, c'est ce que je dis à mes joueurs, notamment quand ça va mal, parce que même si j'ai la chance d'être à la tête d'un groupe assez performant, avec qui on a eu des résultats, tout n'a pas été tout le temps rose, hein, évidemment, je tiens à le dire. Et donc, il y a une chose que je leur dis quand ça va mal, c'est qu'il n'y a pas un endroit au monde où je préférais être plutôt que d'être avec eux. Parce que j'ai grandi dans un vestiaire, c'était des références familiales communes, avec mon frère, avec mon père, avec mes grands-parents. J'ai vécu au travers du foot. Comme tous les enfants, j'ai rêvé un jour de taper un ballon à la Beaujoire, enfin en tout cas pour les enfants nantais. Voilà. Et donc, c'est pour moi quelque chose de très important. Ça constitue ma personne. Voilà. Et donc, quand je leur parle, des fois, je me transpose. Voilà. Et des fois, j'ai envie d'être l'entraîneur que j'aurais aimé avoir. Et donc, du coup, vu que je suis quelqu'un de passionné, j'essaie de leur transmettre ça. Alors après, vu que c'est très compliqué pour faire passer un message, pour faire adhérer, et surtout pour que ce soit constant dans la compréhension du message, il faut parfois mettre de l'autorité. Parce que ces garçons sont des amateurs. Et donc quand ils arrivent du boulot, quand ils arrivent de leur milieu familiaux, de leur milieu professionnel, voilà, c'est aussi un espace de respiration pour eux. Et donc si on leur pose un cadre trop strict, alors ils sortent d'un cadre boulot et ils arrivent dans un cadre foot. Bon, donc j'essaye de laisser de l'espace au chambrage, à rire, à boire un coup ensemble, tout ça. Mais, et c'est sans doute ma jeunesse qui veut ça, ou mon manque d'expérience, par contre, je n'accepte pas les remises en question quand il y a eu des accords, quand il y a eu des explications données, quand il y a parfois un peu de mauvaise foi, quand il y a parfois un peu d'énervement et qu'on sort de la bienséance. Voilà. Là, par contre, je peux être un peu dur parce que ça me choque. Ça me choque que l'individualisme reprenne le pas sur l'intérêt collectif. Et du coup, je peux sortir un peu de mes gonds. Voilà, parce que je l'ai jamais fait quand j'étais joueur et je l'accepte pas parce que je trouve ça souvent injuste vis-à-vis des autres. Et l'injustice, bon, comme tout le monde, hein, ça m'agace. Mais dans un cadre collectif, c'est dur à vivre, quoi. Voilà. Donc, oui, il faut aimer ses joueurs. Il y en a pas un avec qui j'ai pas envie de discuter. Même quand je m'engueule avec eux, même quand c'est dur parce qu'ils comprennent pas les choix et qu'ils m'envoient des textos pas aimables, mais j'ai quand même envie de leur dire viens, on va discuter. Voilà. Et tu comprendras peut-être pas, tu vas peut-être pas accepter, mais en tout cas tu vas entendre et j'espère que plus tard tu comprendras pourquoi j'ai fait ces choix-là et j'ai envie de leur dire quoi. J'ai envie d'être dans l'échange. Mais peut-être que eux diraient autre chose parce que forcément entre ce qu'on veut être et le message qu'on veut passer. À côté, il y a le récepteur du message. Donc, je sais pas, ça serait... Autant que tu as de joueurs. Ouais, c'est ça serait intéressant d'avoir leur retour, mais peut-être que ça pourrait être un peu vertigineux pour moi. Et bon, voilà, ça serait intéressant d'avoir leur retour. Peut-être qu'un jour, je vais mettre un gros nez, des lunettes et un chapeau, et que je vais faire attention à ce qu'ils peuvent raconter. Parce que forcément, on y est sensible à l'évaluation de ses propres joueurs. Forcément. Et c'est qui tes modèles ?
tes modèles d'entraîneur, ton modèle, qu'est-ce qui t'inspire? Qui t'inspire? Les Euh, entraîneurs aujourd'hui. Mais j'avais pas Passé. forcément de modèle d'entraîneur avant d'en être. Mm. Voilà. J'avais des modèles de joueurs de ma génération, Cantona, Riquelme, des créatifs, des joueurs qui faisaient du foot une joie. Voilà. Après, en tant qu'entraîneur, forcément, bah, je l'ai cité, il y a Philippe Camus qui m'a mis la pied à l'étrier et qui, lui, avait cette exigence que j'ai essayé de retraduire au quotidien. Je parle pour le niveau amateur. Euh, il y avait un entraîneur à Orvaux qui m'a beaucoup marqué, mais dans son aspect un peu paternaliste, qui s'appelle Jean-Claude Briand, voilà, qui lui justement transmettait cette passion qu'il avait du foot. Et c'est vrai que ces deux personnages-là ont contribué à faire de moi le joueur que j'ai été et sans doute l'entraîneur que je suis. Voilà. Après, sur des modèles, il y en a forcément un que je vais citer parce que j'écoute ce qu'il dit et je lis ce qu'il écrit, c'est Monsieur Gourcuff. Voilà, parce qu'il a cette conception du collectif et il a des valeurs qui me parlent. Mais il est dans un monde professionnel, il est avec des joueurs professionnels, il est dans des considérations qui n'ont rien à voir avec mon monde. Et je lis ses approches du jeu, mais je m'en tiens là puisqu'il n'y a pas de comparaison possible. Voilà. Et, et je tiens surtout à faire voilà, à prendre du recul sur la façon dont lui perçoit les choses, parce qu'il doit avoir forcément un miroir un peu déformant par rapport à ce que moi je vis. Mais en tout cas, sur ses conceptions du jeu, sur le mouvement, sur le déplacement, sur la qualité technique, sur tous ces aspects-là, oui, il est une source d'inspiration assez importante, je dois dire. Oui, oui. Ça rejoint le prochain chapitre de cette interview. Après pouvoir parler plus du rôle d'entraîneur, là, on parle Oui. un petit peu plus du jeu, Oui. parce que l'entraîneur est quand même responsable du jeu et de l'ambition de jeu de son équipe. Oui. Justement, c'est quoi ta patte, ton ambition de jeu? Bah, l'intelligence collective. Voilà. Ma patte à moi, c'est de faire que mon groupe essaye de réagir et interprète les signaux envoyés par l'adversaire en même temps de la même façon. Voilà. Et j'accorde beaucoup d'importance à ça, puisque même au niveau district, il faut voir que les écarts de niveau entre les équipes sont très faibles. Je le dirais peut-être un peu moins de l'équipe du championnat de première division qu'on avait fait et qu'on a remporté il y a 2 ans avec Trélière, où là il y avait vraiment quelques écarts de niveau. Mais au niveau déjà DSD, je trouve que pour gagner un match, c'est pas vrai pour tous les matchs, hein, mais dans la majorité des matchs, ça se joue parfois pas à grand chose. Voilà. Ça se joue parfois surtout à un rapport de force psychologique qui fait qu'on a mis 1 but, 2 buts, 3 buts et ça y est, la victoire est assurée. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qui a fait basculer le rapport de force au début. Et le rapport de force au début, il bascule sur pas grand-chose. Il bascule, je pense, sur la confiance dans le rapport à l'autre, dans la confiance envers son partenaire, envers son coach, son collectif. Et cette confiance-là, elle se travaille parce qu'on a pris des automatismes, parce qu'on a travaillé ensemble à lire le jeu ensemble, à le comprendre ensemble et à y réagir ensemble. Et moi, ma patte, je dirais que c'est de faire émerger des réflexes pour gagner cette petite marge, ce petit centimètre, cette petite seconde qui va faire la différence. Et donc ma patte à moi, c'est d'avoir quelques principes de jeu, voilà, hérité sans doute un peu du jeu à la nantaise, hérité de ce que moi j'ai connu en tant que joueur avec mes précédents coachs, et des choses très simples qui font que, quelle que soit on va dire, la circonstance du match, quelle que soit l'évolution du score, hop, il y a un boîtier, un logiciel qui fait que les joueurs savent que ces 5 ou 6 principes-là, tout le monde s'y rattache. Et ensuite, sur la base de ces principes-là, alors on aborde qu'est-ce qu'on fait quand on a perdu le ballon, qu'est-ce qu'on fait quand on l'a, comment on se positionne sur les coups de pied arrêtés, comment on ressort le ballon, est-ce que c'est une remontée rapide ou est-ce que c'est une remontée où on prend son temps. Après, il y a une adaptation par rapport à l'adversaire en cours de match, mais il y a un schéma de départ qui, lui, est immuable, où je ne cherche pas à m'adapter à mon adversaire parce que la vérité, c'est que je ne le connais pas. Voilà. Ouais. J'ai pas d'informations sur les adversaires. C'est difficile. Et donc, il ne faut pas chercher à vouloir s'adapter à ce qu'on entend ou aux résultats que les équipes ont eus, parce que les autres équipes connaissent elles aussi les mouvements dans les effectifs. Donc, il n'y a pas de vérité d'un match sur l'autre par rapport au niveau district. Donc, on impose sa patte, on impose ses principes, et puis après, il faut avoir l'humilité et l'honnêteté de se dire que peut-être ce qu'on propose n'est pas adapté aux joueurs, parce que parfois, ils n'ont pas fait que dormir. Parfois, ils sont tout simplement pas en forme parce qu'ils enchaînent depuis quelques semaines des efforts de travail et des efforts sportifs. Et donc, il faut avoir rapidement le pouvoir d'adaptation en cours de match pour changer
son dispositif, changer les messages, mais ça, il faut l'avoir travaillé avec ses joueurs. Ouais. Voilà, il faut que les joueurs soient habitués à ce que le coach puisse demander autre chose en cours de match et que s'adapte également et recherche ça. D'accord. Est-ce que tu as un système de jeu préféré? Ou est-ce que tu en as... Enfin, j'imagine que tu en as plusieurs. Est-ce que tu as un favori? Non. Non. J'ai pas de système favori. Ça va être selon ton effectif du jour, tes forces. J'ai des principes de qualité jeu. joueur. J'ai des principes de jeu qui tournent autour d'une déformation du 4-4-2, puisque ça peut être du 4-2-3-1, du Ça 4-4-2, du 4-3-3, mais on est quand même dépendant. C'est compliqué d'avoir sur 22 matchs de championnat 22 fois le même 11 de départ. C'est déjà pas possible en professionnel. Déjà, En amateur, c'est impossible. déjà un week-end sur deux. Déjà un week-end sur deux, je n'y arrive pas. D'avoir le même 11, Ouais, ouais. d'avoir les 14, j'en parle même pas, mais d'avoir le même 11, c'est pas possible. Donc, les joueurs ont besoin de repères, mais pas forcément des repères dans la disposition de départ. Ils ont besoin d'avoir des repères sur des consignes précises. Qu'est-ce qu'on fait, à quel moment, et l'absence d'un joueur ou d'un autre joueur, si tant est que ce soit le meilleur joueur, soi-disant du groupe, ne doit pas impacter la production collective. Et donc, même quand, soi-disant, le buteur n'est pas là, ou je ne vais pas dire le gardien, parce que là, par contre, c'est vraiment problématique, mais le libéro ou le numéro 6 n'est pas là, qui sont la colonne vertébrale, je ne souhaite pas être dépendant d'un joueur. Je souhaite être dépendant d'un collectif. Voilà. D'accord. Et donc, je travaille ce collectif sur des principes plus que sur un schéma immuable. Et par rapport à, du coup, M. Gourcuff, je suis en désaccord. Du coup. D'accord. Ouais. Bah oui, mais bon. Lui, il a multiples possibilités. Voilà. Il a 3 fois. Mais c'est pour ça que je disais un que latéral j'en prends et j'en laisse. Mais j'en prends plus que j'en laisse de M. Gourcuff, ça c'est sûr. Et tu mets ça comment en pratique avec tes joueurs? Est-ce qu'ils ont déjà une culture footballistique suffisante? J'imagine que non. Mais du coup, comment tu fais? Tu passes en théorie sur un tableau, tu viens sur le terrain, tu les fais bouger, tu leur montres qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment? Alors, je ne sais pas si entraîner c'est éduquer. Ce que je peux dire, c'est que entraîner c'est répéter. Voilà. Et entraîner c'est répéter parce que la pédagogie vient par je veux dire, le fait de ressasser la même chose. Et donc je peux dire aujourd'hui qu'il y a des joueurs que j'ai depuis 3 ans à qui je continue à répéter les mêmes choses. Et ça fait partie du package, quoi. Il faut accepter ça.